Voilà, donc aujourd'hui nous recevons Jacques Tite. Jacques Tite est né le 12 août 1930 à Uccle, en Belgique. Il est professeur au Collège de France, docteur à la chaire de théorie des groupes, il est docteur en sciences mathématiques. Entre 1964 et 1974, il a été professeur à l'université de Bonn. De 1973 à nos jours, donc il a d'abord été professeur associé, puis à partir de 1975, professeur au Collège de France. Parmi ses activités au niveau de des publications, il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées, mais il a aussi une activité éditoriale importante puisqu'il est membre du comité de rédaction d'une dizaine de périodiques et de collections d'ouvrages scientifiques. Il est aussi le rédacteur en chef, enfin il était rédacteur en chef jusqu'à l'an dernier, de publications mathématiques de l'IHESS. Il est membre de nombreuses associations. Alors, il est membre de l'Académie des sciences, bien sûr, de l'Academia Europea, de la Deutsche Akademie der Naturforscher, der Naturforscher Leopoldina, de l'Académie royale néerlandaise des sciences, de l'Académie royale de Belgique, de la National Academy of Science aux USA, de l'American Academy of Arts and Science, et il est membre honoraire de la London Mathematical Society. Il a reçu plusieurs prix, notamment en 1955 le prix scientifique interfacultaire Louis Ampin, en 1976 le Grand Prix des sciences mathématiques et physiques de l'Académie des sciences et en 1993 le prix Wolf de mathématiques. Voilà, Jacques Tite, je vous cède la parole pour une 50aine de minutes, après quoi un débat d'une 20aine de minutes pourra suivre. Je vous remercie. Merci de votre introduction. Tout mathématicien a bien des fois dû faire face à la question est-ce qu'il y a encore des choses nouvelles à faire en mathématiques? Qu'est-ce que vous faites en mathématiques? Alors, il m'est arrivé jadis, dans des conférences destinées à un public non spécialisé, de m'armer contre cette question du dernier volume paru des Mathematical Reviews. Les Mathematical Reviews sont une revue qui publie uniquement des résumés de tous les articles qui paraissent en mathématiques, et c'est un mensuel, et chaque mois il contenait une 50aine de pages, au moment où j'ai commencé à m'abonner, c'est-à-dire dans la fin des années 40, il publiait une 50aine de pages par mois. C'est vous dire qu'au bout de l'année, les Mathematical Reviews formaient un volume du volume d'un dictionnaire. Je rappelle qu'il s'agit uniquement de résumés de choses nouvelles, parce qu'on pose la question, y a-t-il des choses nouvelles à faire? Ça donne déjà une première réponse. Depuis lors, bien sûr, les Mathematical Reviews se sont enflés. Maintenant, d'ailleurs, on ne parle plus de livres, puisque tout le monde parle de disquettes et de fiches informatiques. Si j'avais dû apporter ici pour ce que je faisais dans le temps, pour montrer physiquement ce que font les mathématiciens, j'aurais dû apporter deux lourdes valises pour pour les résumés de ce qui est paru dans la dernière année. 20 ans plus tard, d'ailleurs, je viens de dire ce qui se passait en 50, 20 ans plus tard, au lieu d'avoir un gros volume pour les Mathematical Reviews, on avait un gros volume encore plus gros d'index, simplement. Les index tout seuls occupaient déjà. À l'époque, j'avais le journal dans ma bibliothèque. Je ne vous cacherai pas que je ne les ai plus. Comme l'algèbre et la géométrie dont je suis censé vous parler concernent une part non négligeable de ces mathématiques en expansion, vous voyez qu'il est tout à fait exclu que je réponde à la demande de l'Université de tous les savoirs. Je ne puis pas
vous communiquer tous les savoirs. D'ailleurs, je ne les ai pas, tous ces savoirs. J'ai seulement une toute petite partie du savoir, et cette petite partie, il m'est impossible de vous la communiquer en 1 heure. Simplement, ce que je voudrais faire, c'est passer en revue quelques aspects qui me paraissent importants, qui sont bien connus de tous les mathématiciens. C'est pourquoi les mathématiciens qui sont ici, je sais, hélas, je sais qu'il y en a un que j'ai déjà reconnu. Il s'ennuiera, mais enfin, tant pis. Il est habitué à s'ennuyer à mes conférences. Alors, je reviens un instant sur cette introduction pour faire la remarque suivante. Ce que j'ai dit du volume énorme de choses qui paraissent en mathématiques, des choses nouvelles qui se font en mathématiques, peut vous faire craindre, ou peut faire craindre que les mathématiques deviennent une vraie tour de Babel, parce que les gens ne peuvent pas apprendre toutes ces choses-là. Et curieusement, ce n'est pas le cas. En mathématiques, curieusement, on observe que les mathématiciens restent d'une certaine façon au courant des choses qui se font, et si on met ensemble un petit groupe de mathématiciens, même s'ils viennent d'horizons très différents en mathématiques, au bout de quelque temps, ils se comprennent, et ce n'est pratiquement jamais le cas qu'ils sont tout à fait étrangers les uns aux autres. Mais bien sûr, ils sont assez rapidement étrangers aux non-mathématiciens. Je dois donc vous parler de géométrie et d'algèbre. 2 mots d'étymologie peut-être pour commencer. Les mots et les notions géométrie et algèbre sont très anciennes. Géométrie, gémétron, c'est-à-dire la terre et mesure, évoque l'idée d'arpentage. D'ailleurs, maintenant encore, on appelle géomètre expert, je crois, j'imagine en France aussi, en Belgique où je suis né, on appelait géomètre expert des gens qui arpentaient. Mis à part le mot, la chose elle-même, la science elle-même, la géométrie, remonte, si je peux dire, encore plus haut que le mot, et certaines constructions, les plus importantes, remontent à l'Égypte et à la Mésopotamie du 2e millénaire. Mais bien sûr, l'aspect philosophique et strictement scientifique de cette science date de la Grèce antique. Vous savez peut-être qu'au fronton de l'Académie de Platon est inscrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entrer ici Dans cette phrase, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, le mot géomètre est entendu manifestement dans un sens extrêmement large, dans le sens de mathématicien tout court. Et c'est un sens qu'il a conservé, si je peux dire, assez longtemps, ou qu'il a repris, par exemple, lorsque Pascal met en face l'un de l'autre l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. L'esprit de géométrie, c'est l'esprit de mathématiques. D'ailleurs, Pascal n'est pas très gentil avec ces gens-là. Le mot algèbre, lui, vient de l'arabe, al-jabr, qui veut dire quelque chose comme réduction. Ce mot provient du titre d'un ouvrage du IXe siècle, en arabe. Alors, parlons aussi en 2 mots du langage populaire. Dans le langage populaire chez nous, partout, algèbre veut souvent dire une chose incompréhensible. C'est de l'algèbre pour moi est souvent synonyme de c'est du chinois. J'aime beaucoup le synonyme parce que, comme j'ai appris un peu de chinois, ça me plaît. Plus sérieusement, quand on parle d'algèbre, on pense le plus souvent au calcul avec des lettres.
Quand les enfants vont se mettre à apprendre l'algèbre, ils feront du calcul avec des lettres. Je signale à ce propos que l'utilisation des lettres pour désigner des inconnus dans des calculs algébriques date de Viette, 1540-1603. Je ne sais pas si... Bon, je ne vais pas l'écrire pour... 1540-1603, de Viette. C'est vers la même époque, peut-être un peu plus tôt même, que sont apparues les principales notations du calcul algébrique, plus, moins, fois, notation exponentielle et ces choses-là. Donc, ça date du XVIe siècle. Je ne vais pas continuer cette histoire. Je me bornerai à dire que les contenus des mots géométrie et algèbre ont bien entendu évolué de façon énorme, mais cependant sont restés à certains égards fidèles à leurs origines. Et l'idée d'origine de géométrie et d'algèbre sont encore bien présentes dans l'énorme construction à laquelle elles ont donné naissance. Parce que la géométrie et l'algèbre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un quart des thématiques, c'est-à-dire une quantité de sciences absolument gigantesque. Donc, nous avons affaire à deux sciences, géométrie et algèbre, qui sont bien établies, puisqu'elles sont largement séculaires et même partiellement millénaires, et qui restent liées à leur origine. C'est une chose assez remarquable. Un aspect un peu inattendu aussi de ces deux sciences, c'est qu'au cours des siècles, elles ont eu tendance à se rapprocher au point de presque se confondre. À certains égards, il n'y a plus de grande différence entre ces deux notions, géométrie et algèbre. Il y a une petite différence dans le point de vue auquel on se place. Il y a une approche géométrique des questions, une approche algébrique. Très souvent, il y a avantage d'ailleurs quand on écrit des articles. Les bons articles donnent les deux aspects, donnent l'aspect algébrique et l'aspect géométrique. J'ai un peu tendance à dire que les deux se sont plus ou moins confondus. J'ai un peu tendance à dire que l'algèbre est devenue un peu une partie de la géométrie. Mais ça dépend comment on entend les mots et finalement les deux sont à peu près équivalents. Alors que l'on accepte, que l'on adopte un des points de vue ou l'autre, c'est une question d'idiosyncrasie. Les uns sont plus géomètres, d'autres plus algébristes. J'espère avoir le temps tout à l'heure de donner des exemples de tout cela, mais je voudrais d'abord dire quelque chose de la vision courante que l'on a de géométrie et d'algèbre, vision souvent fausse ou au moins très dépassée. En simplifiant, on peut dire que les gens voient le géomètre comme quelqu'un qui résout des problèmes, les fameux problèmes de géométrie ou applications de géométrie. Alors quand ce sont des géomètres de formation, on imagine que ces problèmes sont de plus en plus difficiles, mais toujours dans un cadre immuable. En gros, les axiomes de la géométrie euclidienne. Certains imaginent la géométrie aussi comme une discipline parfaitement linéaire. Il y a un théorème 1, un théorème 2, un théorème 3, et ça s'écrit dans un livre, le livre de géométrie, et c'est tout. Quant à l'algébriste, on le voit comme quelqu'un qui fait des calculs de plus en plus compliqués et qui résout des équations de plus en plus compliquées, équations du premier degré, puis du second degré, puis du troisième degré, et ainsi de suite. Et il fait ça avec des lettres. C'est la vue que certaines personnes ont de l'algébriste. Pour illustrer le fait que la géométrie est vue comme quelque chose de très linéaire, j'ai oublié cette notation que j'avais indiquée ici, c'est ce qui fait que beaucoup de gens
peut-être pas beaucoup de gens, peut-être moins qu'avant, mais c'est assez courant malgré tout que des gens disent « Ah, moi, en géométrie, j'ai été jusqu'au volume du cône, ou j'ai été jusqu'à la sphère. » Ça veut vraiment dire qu'il y a un ordre dans cette science. Alors, dans cette vision, je veux insister sur ce point que pour cette vision, l'algébriste et le géomètre se distinguent des autres scientifiques par le fait qu'eux font des choses selon des règles immuables, d'où cette question de qu'est-ce qu'il y a de neuf en géométrie. Ils font toujours des choses, mais toujours selon les mêmes règles. Tandis que dans les autres sciences, on accorde aux autres scientifiques qu'ils découvrent des objets nouveaux, et que ce sont des objets qu'il s'agit d'étudier. Bien entendu, la réalité est tout autre. Ce dont s'occupent les mathématiciens, ce sont aussi des objets nouveaux qu'il s'agit de découvrir et d'étudier. Alors ces objets mathématiques sont seulement un petit peu plus abstraits que ceux dont s'occupent les autres sciences, encore que toute science s'occupe essentiellement d'objets abstraits. Un physicien parle d'électrons, mais il n'y a pas un électron, c'est un concept. Alors bien sûr, les concepts mathématiques sont un peu plus abstraits, et ils donnent d'ailleurs aux mathématiciens une liberté que n'ont pas les autres scientifiques. Le mathématicien il lui est plus permis d'inventer des notions. Mais attention, inventer, ça ne veut pas dire inventer n'importe quoi. Les notions qu'on introduit en mathématiques doivent être des notions qui sont intéressantes du point de vue du développement d'ensemble des mathématiques et des applications des mathématiques qui sont nombreuses. Alors, je voudrais donner un premier exemple d'objet mathématique, précisément dans la description que j'ai donnée, la description un peu simpliste que j'ai donnée des algébristes qui résolvent des équations. En fait, depuis Abel et surtout depuis Galois, une équation algébrique a cessé d'être quelque chose simplement qu'on essaye de résoudre. Une équation sert à autre chose qu'à être résolue. Elle est devenue un objet qu'on peut étudier. Une équation a des propriétés et il arrive assez souvent qu'on étudie une équation sans vraiment s'intéresser à savoir si elle a des solutions, ou au moins on s'intéresse à la question de savoir si elle a des solutions, éventuellement, mais éventuellement on ne s'intéresse pas à la solution. L'essentiel, par exemple, est de savoir qu'elle a des solutions. Et de façon générale, on étudie des propriétés des équations sans nécessairement étudier leur résolubilité. Il peut être, comme j'ai dit, important de savoir qu'une équation possède une solution, même sans connaître les solutions. Un résultat récent que chacun connaît, qui lit la presse, va plutôt dans la direction opposée. Il est alors question d'équations qui n'ont pas de solution. Alors, je vous passe un premier transparent sur ce point, une chose dont vous avez tous entendu parler, qui a rendu, si je peux dire, les mathématiques célèbres. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est très petit? Je vais voir. Comme ça vaut mieux? Ça vaut mieux? Encore plus? Ah, comme ça. Ah non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas mieux. Voilà. Vous verrez, j'apprendrai.
Enfin, ça me permet de voir exactement ce qu'on peut voir. Bon, eh bien, c'est ça le fameux théorème que vous avez sous les yeux. Si n est un nombre entier supérieur à 2, strictement supérieur à 2, l'équation xn plus yn égale zn n'a pas de solution avec xy entier non nul. C'est un théorème qui avait été annoncé par Fermat. C'est un peu difficile de trouver le verbe à utiliser ici. Fermat, vous avez tous lu cette histoire, que Fermat écrivait dans les marges de livres qu'il avait, notamment dans les œuvres de Diophante, et en marge, il avait écrit cette propriété, et il disait qu'il n'avait pas assez de place dans la marge pour écrire la démonstration. Ce qui n'est pas étonnant quand on voit ce qu'a été la démonstration. Alors, la démonstration, donc, c'était annoncé par Fermat vers 1640 et prouvé par une accumulation de résultats de nombreux auteurs, y compris avec des moments d'incertitude. La démonstration finale a été donnée se basant sur des travaux faits par d'autres auteurs à la même époque, par Andrew Wiles en 1994. Cette question a d'ailleurs fait l'objet d'une conférence dans ce cycle, une conférence de M. Helle-Guach. Alors je veux attirer l'attention sur la façon dont j'ai énoncé cette propriété. Je n'ai pas dit l'équation xn plus yn égale zn n'a pas de solution. J'ai dit avec xy entier non nul. J'insiste sur ce fait que c'est une chose très importante en mathématiques de dire toutes les conditions dans lesquelles on se place. Parce que sinon on peut facilement dire des choses fausses, et ça arrive malheureusement assez souvent avec des gens qui n'ont pas la technique mathématique. Ils oublient qu'ils doivent dire tout ce qui est. D'ailleurs, c'est encore pire avec les logiciens. Alors, par exemple, je donne un exemple trivial. Si je disais simplement que l'équation xn plus yn égale zn n'a pas de solution, on me rétorquerait par exemple que 1 au cube plus 1 au cube égale racine cubique de 2 au cube, comme vous le voyez immédiatement, et simplement ce qui se passe, c'est que la racine cubique de 2 n'est pas un entier. Ah, je sais que je l'avais écrit. Ah, je sais ce qui s'est passé. J'avais écrit au crayon sur mon exemplaire, et puis malheureusement il y avait une faute à un autre endroit. Alors j'ai modifié le transparent, et là j'ai oublié de réécrire le cube au crayon. Bon, autant pour moi. Alors, à l'occasion de cet exemple, j'ai envie de faire une autre remarque. Certains qui ont une vision simpliste des mathématiques, pour qui l'essentiel de l'activité d'un mathématicien consiste soit à faire des calculs très compliqués, soit à dessiner des graphiques très compliqués, ils observent que ces opérations, faire des graphiques, faire des calculs, sont faits beaucoup plus efficacement par des ordinateurs. Et ils en déduisent, ça a été dit très officiellement, même dans la presse et par des gens très importants, que, après tout, les mathématiques sont en décadence et qu'on n'a plus tellement besoin de mathématiciens. D'ailleurs, ça coûte cher et on peut très bien s'en passer puisqu'on peut avoir des ordinateurs. Alors, je voudrais quand même faire la petite remarque suivante. Si vous regardez le théorème de Wiles,
imaginez le pauvre ordinateur à qui on demande de démontrer ce théorème. C'est tout à fait impensable qu'un ordinateur démontre un tel théorème. D'abord, le théorème parle d'un nombre n quelconque, de x, y, z quelconque, et un ordinateur, il faut lui mettre un nombre, et en plus de ça, les nombres qu'il considère, il a beau être l'ordinateur le plus puissant du monde, il ne traitera jamais de nombres qui ont plus de 100 000 chiffres, que sais-je. Il est limité. Et en plus de ça, il y a le fait théorique qu'on considère des nombres quelconques. D'ailleurs, je reviendrai à cette question-là parce qu'il y a d'autres cas plus typiques que je rencontrerai dans l'exposé probablement. Alors, je reviens aux objets mathématiques qui sont l'objet d'étude des mathématiciens pour poser la question quels sont les objets et quels sont les sujets d'étude des algébristes et des géomètres. Pour les algébristes, nous avons vu que certains de ces objets sont des équations, de toutes sortes bien sûr. Il y a des équations algébriques, mais il y a toutes sortes d'autres équations. Je ne vais pas les passer en revue. Mais les équations, disons les équations algébriques, établissent des liens entre des choses, à savoir entre des nombres. Donc en réalité, le nombre est un objet plus primitif pour l'algébriste, soit les nombres, soit plus souvent d'ailleurs les systèmes de nombres. Donc on pourrait dire que l'objet de l'algébriste, c'est simpliste, mais enfin on peut dire que l'objet de l'algébriste, ce sont les systèmes de nombres. De même, les géomètres, que font les géomètres? Ils étudient des figures. Mais les figures doivent être situées quelque part. Où sont situées les figures? Alors le plus souvent, les figures sont situées dans des espaces, dans ce que nous appelons des espaces. Ce n'est pas dans l'espace, c'est dans des espaces. Il y a beaucoup d'espaces très différents, et c'est là, d'une certaine façon, c'est là-dedans que sont situées les figures. Et donc, l'objet d'étude du géomètre, ce sont plus justement les espaces. Les algébristes étudient des nombres, les géomètres étudient des espaces. Alors je voudrais maintenant développer un peu ces thèmes à l'aide d'exemples. Je viens de dire que l'algébriste s'intéresse aux nombres. Bien sûr, il est assez rare qu'on s'intéresse à un nombre particulier. Comme je l'ai dit, ce sont plutôt des systèmes de nombres qui intéressent les algébristes. Mais n'empêche qu'il arrive quand même que les algébristes, j'appelle algébristes beaucoup de gens, y compris les arithméticiens, tous les gens, disons, tous les gens qui s'intéressent aux nombres. Et je disais donc, il est rare qu'on s'intéresse à un nombre particulier, mais ça arrive quand même, et je voudrais quand même donner deux exemples de ça. Un premier exemple que je vais dire d'abord avant de le passer là-dessus, et si vous me le permettez, je vais le dire en belge, parce que pour moi c'est très difficile de dire ça en français. C'est une chanson qui a nourri mon enfance quand je n'étais pas français. Alors, c'est le nombre 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, etc. Alors, je crois que vous connaissez ce nombre, j'espère, parce que sinon, où va-t-on? En allemand, d'ailleurs, ils ont un nom pour ce nombre. Ça s'appelle le nombre de Ludolf. Je ne sais pas d'où ça vient. D'un monsieur Ludolf, sûrement, mais... Alors, je redonne ce nombre. Est-ce que c'est à peu près au mieux? Non. Voilà.
Alors là-dedans, je vous rappelle la valeur du nombre pi. Alors ce nombre, tout le monde sait à quoi il sert. Il est égal au quotient de la longueur d'un cercle par la longueur d'un diamètre. Alors bien sûr, c'est la raison pour laquelle il est considéré et c'est la raison pour laquelle il est utilisé en pratique. Je ne sais pas si on l'utilise encore beaucoup en pratique, mais depuis très longtemps, ce nombre a intéressé les gens, et notamment les mathématiciens, mais certainement les arpenteurs aussi, et que sais-je d'autres, a intéressé beaucoup de gens, et notamment les propriétés arithmétiques de ce nombre. Je regarde si j'ai bien dit tout ce que je voulais dire, oui. On s'intéresse à ce nombre. On s'intéresse à ce nombre parce qu'il a une signification géométrique. Entre parenthèses, j'ai dit que les algébristes s'intéressent au nombre, mais voici un nombre qui intéresse les géomètres. Tout au long de cet exposé, et d'ailleurs tout au long de la vie mathématicienne, on voit ces deux choses s'interpénétrer constamment, de sorte qu'il devient très difficile de faire la différence. Mais quoi qu'il en soit, c'est un nombre qui intéresse beaucoup les géomètres, mais les gens s'y sont aussi depuis toujours intéressés pour des raisons arithmétiques. Et la première chose que les gens ont essayé de faire, c'est d'approcher, de donner des valeurs approchées de ce nombre pi sous forme de fractions. Je crois que vous avez tous entendu parler de l'expression de pi sous forme de 22 septièmes. Alors ça, c'est apparemment Archimède qui a pour la première fois donné cette estimation de pi, 22 septièmes. Il avait montré aussi, il avait d'ailleurs un procédé pour calculer pi avec une précision aussi grande qu'il voulait, mais enfin c'était un procédé malgré tout assez long, un procédé géométrique, et il avait notamment remarqué que pi était compris entre 3 1 septième et 3 10 71e, ce qui est pas mal comme précision. Alors, il y a aussi une autre valeur approchée de pi, qui est une valeur très remarquable, qui est 355 113e. Si vous faites le quotient de 355 par 113, vous verrez qu'il y a déjà plusieurs décimales de pi qui sont justes dans ce quotient. Alors, c'est un Chinois, Chu Chongqi, à la fin du 5e siècle, qui a donné cette valeur. Elle a été redécouverte par un Hollandais 11 siècles plus tard, et elle est remarquablement approchée. En fait, des élèves de lycée maintenant, enfin je ne sais pas ce qu'ils font encore les élèves de lycée, mais peut-être, pardon. Ils appuient sur des et ils calculent pi en poussant sur un bouton. Enfin, quoi qu'il en soit, de mon temps, comme on dit, mais je crois que ça doit encore se trouver, les lycéens pouvaient calculer des valeurs approchées sous forme de fractions de pi, à condition qu'ils connaissent le développement décimal que j'ai donné tout à l'heure. Et on constate à ce moment-là que la valeur 355 113e est une valeur extraordinairement approchée, de façon très inattendue, et ça s'obtient par la théorie des fractions continues. Mais c'est beaucoup plus tard qu'on s'est intéressé à la question théorique la plus, vraiment, je dirais, pour un mathématicien, plus intéressante, à savoir, existe-t-il une fraction, existe-t-il, on ne demande pas nécessairement de la donner, mais on demande s'il existe une fraction à terme entier dont le quotient
est exactement égal à pi. Ça, c'est une question assez typiquement mathématique et purement mathématique. Alors, ça se dit en termes mathématiques en disant que pi serait un nombre rationnel. On appelle nombre rationnel un nombre qui est quotient de deux nombres entiers. Alors, pi est-il un nombre rationnel? J'ai fait une petite incise ici à propos de l'expression nombre rationnel. En mathématiques, on emploie beaucoup de termes comme ça. Ici, il y en a des exemples, mais les mathématiques sont truffées d'utilisation de termes de la vie courante, mais qui sont utilisés dans des significations qui ne sont pas de la vie courante. Alors, ça, c'est une chose que les mathématiciens font volontiers. Plutôt que d'introduire un jargon qui ne dit rien à personne, ils utilisent un jargon, mais qui dit quelque chose aux gens, même s'il dit quelque chose de faux pour les gens en général. Par exemple, pi n'est pas un nombre rationnel, c'est ce que je vais vous dire dans un instant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas rationnel? C'est une question. Alors, est-ce qu'il est irrationnel? Ou est-ce que c'est ceux qui disent ça qui sont irrationnels? En fait, il y a là une définition. Un nombre rationnel, c'est pour un mathématicien le quotient de deux nombres entiers, et il faut accepter, c'est la définition, c'est l'emploi du mot. Et nous employons constamment des mots comme ça. Si on n'employait pas des mots comme ça, on ne pourrait plus parler. Les chimistes ont une terminologie d'origine latine, et eux peuvent former des noms savants pour les choses. Mais les notions mathématiques sont de nature trop variée pour qu'on puisse faire des choses comme ça, alors on utilise des mots de la vie courante. En particulier, moi, dans mes travaux, j'ai introduit une notion qui est la notion qui est appelée maintenant notion d'immeuble. Ce sont des immeubles dans lesquels on ne peut pas habiter, mais qui suggèrent à certains, qui font penser un petit peu à des immeubles, et c'est simplement une sorte d'image qu'on utilise pour introduire la terminologie. L'essentiel, c'est que les mots soient parfaitement définis, et notamment les nombres rationnels sont des nombres qui sont quotients de deux nombres entiers. Alors, le nombre pi n'est pas rationnel. Vous avez devant vous. Alors, ce fait-là a été démontré en 1766, je crois, par Lambert, qui, comme son nom ne l'indique pas, était un mathématicien allemand, qui avait aussi fait, c'est pas pour la même raison, qui avait fait une petite faute de démonstration. Sa démonstration était en gros correcte, mais elle a été complétée, disons, par Legendre en 1794. Donc ce nombre n'est pas rationnel. Ça veut dire qu'il n'est pas solution d'une équation de la forme A fois pi plus B égale 0, où A et B sont des nombres entiers. C'est ça que ça veut dire. Une équation à coefficient entier du premier degré ne peut pas avoir pi comme solution. Alors au XIXe siècle, on s'est beaucoup intéressé à une question beaucoup plus difficile et profonde, et qui a donné des développements très importants par la suite, pas spécialement pour pi, mais dans d'autres situations, à savoir, est-ce que pi peut être solution d'une équation à coefficient entier, mais de degré quelconque, d'une équation polynomiale à coefficient entier et de degré quelconque, une équation de la forme A0 plus A1x plus A2x2 plus etc. plus ANxn égale 0. Alors, ça aussi, on a prouvé que ça n'était pas le cas. Donc, aucune équation à coefficient entier n'a pour solution le nombre pi. En particulier, pi ne peut pas être la racine carrée du nombre 10,
comme l'avait affirmé un mathématicien du XVIIe siècle, Brahmagupta. Le fait que pi ne soit pas un nombre algébrique, excusez-moi, je n'ai pas donné la définition, je dois la donner maintenant, un nombre qui est solution d'une équation polynomiale à coefficient entier, c'est ce qu'on appelle un nombre algébrique. Vous voyez que c'est une terminologie, de nouveau, c'est une terminologie strictement conventionnelle. Je suis en train de vous parler d'algèbre et puis je parle de nombre algébrique. Un nombre algébrique n'est pas n'importe quel nombre qu'on rencontre en algèbre. Un nombre algébrique, c'est strictement, la définition, c'est ce que j'ai dit, c'est une solution d'une équation polynomiale à coefficient entier. Et pi n'est pas un nombre de ce type-là, il n'est pas racine carrée de 10, parce que s'il était racine carrée de 10, on aurait une équation, à savoir pi au carré moins 10 égale 0. Donc, on aurait une équation polynomiale à coefficient entier dont pi est une solution. Alors, il n'en est rien. C'est un résultat qui a été démontré en 1882 par Lindemann avec des méthodes qui avaient été largement développées par Hermite. Et cela prouve que pi est un nombre, comme on dit, transcendant. Les nombres qui ne sont pas algébriques sont dits conventionnellement, sont dits transcendants. Alors il y a un sous-produit intéressant, si je peux dire, intéressant pour les mathématiciens, mais pour une raison qui n'est pas celle que vous croirez, un sous-produit qui est de montrer l'impossibilité de la fameuse quadrature du cercle. Ça a pour effet, le fait que ça a été démontré, a pour effet d'avoir diminué le nombre de lettres que nous recevons de gens qui croient démontrer la quadrature du cercle. Il y en a quand même encore toujours. Mais donc, la quadrature du cercle n'est pas possible, attention, de la même façon que j'ai dit qu'il fallait préciser un énoncé de tout à l'heure, cet énoncé doit être précisé, ça ne veut rien dire, la quadrature du cercle n'est pas possible, elle n'est pas possible avec les moyens qu'on est censé utiliser, à savoir la règle, le compas et des constructions élémentaires de la géométrie. Avec ces moyens-là, qui sont les moyens de si je peux dire, de l'ancienne question de la quadrature du cercle est impossible. Un deuxième exemple, jusqu'à présent, donc je vous ai parlé de cas où des nombres isolés peuvent intéresser le mathématicien. C'est à 7 heures, c'est un quart d'heure. Bon. D'autres nombres isolés qui intéressent les mathématiciens, qui intéressent d'ailleurs d'autres gens aussi, ce sont les nombres premiers. Je crois que vous savez tous ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui ne peut pas être décomposé, qui n'est pas le produit de deux nombres entiers. Alors, quand j'étais enfant, le plus grand nombre premier connu était 2 exposant 127 moins 1. Alors, c'est un nombre, comme vous voyez, si vous avez une table de logarithme dans la tête, c'est un nombre qui est à peu près 40. Enfin, j'estime à 40. Je veux dire, autant pour moi, c'est un nombre d'environ 40 chiffres. Un nombre de 40 chiffres. Alors là, on pouvait démontrer, quand j'étais enfant, je répète, que ce nombre est premier. Mais pour autant, il était tout à fait impensable, si on se donnait un nombre de 40 chiffres, un autre nombre de 40 chiffres, de décider s'il était premier. C'était un problème extrêmement difficile et insoluble à l'époque avec les moyens dont on disposait. Les ordinateurs sont passés par là, et ici, je dois rendre hommage aux ordinateurs. Les ordinateurs permettent de faire beaucoup plus
rapidement des choses comme ça. Et actuellement, je crois qu'un nombre de 100 chiffres, je me suis laissé dire qu'un nombre de 100 chiffres, un ordinateur très puissant actuellement, vous dit s'il est premier dans quelques fractions de secondes. N'empêche que si le nombre a 400 chiffres, même les ordinateurs de Bill Gates ne peuvent pas vous dire s'il est premier ou non. Un autre problème, j'ai dit quelque chose de stupide. Ah, c'est lui. Pardon ? 2000 chiffres. Pour un nombre quelconque, c'est 2000 chiffres maintenant. Bon, alors, excusez-moi de ce que j'ai dit, j'aurais dû dire autre chose, j'aurais dû dire 200 000 chiffres. Mais il y a d'autres problèmes. Là, peut-être que vous me direz si je suis encore trop pessimiste. Un autre problème qui est en revanche beaucoup plus difficile, c'est le suivant. Si vous prenez deux nombres premiers d'une cinquantaine de chiffres, et que vous en faites le produit, vous obtenez un nombre qui a environ 100 chiffres, je crois. Alors, donnez les facteurs, les deux facteurs dont vous êtes parti, calculer les facteurs premiers en question est un travail beaucoup plus difficile que le travail de tout à l'heure, de savoir si un nombre est premier. Alors, dites-moi, parce que 150, jusqu'à 150 chiffres, ça, on peut faire ça. Bon, donc, je reprends de nouveau mes données et je prends un nombre de 200 chiffres ou de 400 chiffres pour être sûr. Pour être sûr que monsieur ne me répondra pas avant la fin C'est pas juste, on ne devrait pas avoir dans son audience des gens qui connaissent mieux les choses que vous. Alors, donc voilà un problème qu'on ne peut pas résoudre avec un ordinateur. Alors, tout ça peut paraître un amusement de mathématicien, mais en l'occurrence, ce n'en est pas un. C'est sûrement la raison pour laquelle monsieur connaît bien ce genre de problème. C'est un genre de problème qui intéresse beaucoup la cryptographie. On peut utiliser de telles choses, l'existence de produits de deux très grands nombres premiers dont on ne peut pas facilement déterminer les facteurs pour coder des messages. Donc voilà au moins une chose dans ce que j'ai dit qui est utile et qui est très utile, qui est même un peu trop utile parce qu'elle est utile à des fins militaires. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est une chose très utile. Puisque je suis en train de parler de nombres premiers, je voudrais dire deux mots sur la suite des nombres premiers. Ah. La voilà. Est-ce que ma suite de nombres premiers est visible? Alors, la suite des nombres premiers, je n'en dirai pas grand-chose, je dirai simplement qu'elle est infinie. Elle est infinie, c'est un résultat
très ancien puisqu'il remonte à Euclide. C'est un résultat du IIIe siècle qui remonte à Euclide. Alors, il existe des formules, disons, des formules asymptotiques pour dire à peu près ce que vaut le énième entier. Alors, il y a des formules asymptotiques, il y a un théorème qu'on appelle le théorème des nombres premiers, qui date de la fin du siècle dernier, un théorème dû à Hadamard et de la Vallée-Poussin. Alors, d'un autre côté, il existe quelque chose de beaucoup plus, si je peux dire encore beaucoup plus intéressant, qui est ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann. Riemann a émis une hypothèse, ça se passait en 1859. Ça s'appelle l'hypothèse de Riemann, je ne peux pas vous l'énoncer ici, surtout dans les quelques secondes qui restent, mais qui donne une formule beaucoup plus précise, pour une formule asymptotique beaucoup plus précise pour la suite des nombres entiers. Mais cette hypothèse de Riemann est un des grands problèmes des mathématiques actuelles. Depuis un siècle et demi, on n'est pas parvenu à la démontrer et elle fait partie maintenant, d'ailleurs, vous avez sans doute entendu parler des grands problèmes pour lesquels on offre $1 million, je crois, pour ceux qui résolvent ces problèmes. Donc, si vous démontrez l'hypothèse de Riemann, vous recevrez $1 million. À moins que quelqu'un d'autre ne dise en même temps qu'il l'a trouvé aussi, alors c'est plus compliqué. 2 millions. Bien. Alors, le temps a avancé beaucoup plus vite que je ne l'avais cru. C'est toujours la même chose, mais enfin. Que dire? Je crois que je vais peut-être dire simplement les derniers mots de mon exposé. Et comme ça, j'aurais parlé moins que je ne devais. La fin de mon exposé, je voulais parler des espaces. J'ai parlé de nombres isolés. J'aurais dû vous parler de systèmes de nombres. Alors, très rapidement, vous avez vu dans l'exposé certains systèmes de nombres. Les nombres rationnels, les nombres réels, les nombres entiers, les nombres complexes, les entiers modulo un nombre n, et ainsi de suite. Ça, ce sont des systèmes de nombres. Seulement, il y a encore d'autres systèmes de nombres que j'ai envie d'appeler des systèmes de nombres, ce qu'on appelle des systèmes algébriques. Ce sont les anneaux, les corps. C'est une des choses dont s'occupent les algébristes, ce sont des systèmes algébriques, anneaux, corps, etc. Mais parmi ces systèmes algébriques, il y en a des particulièrement intéressants, en tout cas qui m'intéressent particulièrement, ce sont les groupes. Malheureusement, je ne peux plus en parler, il est trop tard. Alors, ça sera pour la prochaine fois. Alors, je voulais quand même dire 2 mots des espaces. Les géomètres considèrent des espaces. Alors, vous avez entendu tous parler depuis votre enfance des espaces euclidiens à 3 dimensions, à 4 dimensions, 5 dimensions, 6, 7, 8. Alors ça, pour certains, ça c'est très compliqué, les espaces à 4, 5, 6, 7, 8 dimensions. Alors, cependant, c'est très facile à définir. Les espaces à beaucoup de dimensions, c'est très facile à définir. Vous savez qu'un espace à 3 dimensions, qu'est-ce que c'est? C'est un point d'un espace à 3 dimensions est repéré à l'aide de 3 nombres. Eh bien, un point d'un espace à 17 dimensions est repéré à l'aide de 17 nombres. Et vous donnez 17 nombres, et ça doit être des nombres réels, au sens technique, des nombres réels, c'est-à-dire des fractions décimales illimitées. Donc 17 nombres, c'est un point d'un espace à 17 dimensions. À cela près que
l'espace euclidien n'est pas seulement cet ensemble de points, c'est cet ensemble de points structurés d'une certaine façon. Alors les espaces sont structurés d'une certaine façon et dans la définition d'un espace, il est important de donner aussi la structure. Il existe donc des espaces euclidiens à 4, 5, 6, à 10 dimensions, etc., à une infinité de dimensions. Les gens qui font de l'analyse utilisent des espaces à une infinité de dimensions, mais qui doivent avoir des propriétés particulières. Il y a les espaces de Hilbert, les espaces de Banach, les espaces de Sobolev, etc. Ça, ce sont tous des espaces à une infinité de dimensions. Il existe au contraire des espaces qui n'ont qu'un nombre fini de points. Alors, il y a un espace que j'aime bien, mais il est trop tard pour que je vous le montre. Écoutez, je vais vous le mettre sous les yeux et si vous savez lire, ça c'est mon espace préféré. Et je le définis ici dedans. Mais je vais quand même conclure. Il y a des espaces, chacun de vous sait ça certainement, il y a des espaces courbes, et d'ailleurs, même si vous ne le savez pas, venez demain et vous le saurez, parce que c'est M. Bourguignon va vous parler des espaces courbes. Disons, l'espace euclidien, c'est ceci, et les espaces courbes, qui sont des espaces de Riemann, sont à l'espace euclidien la même chose que des surfaces courbes sont au plan. Donc ça ressemble à des espaces euclidiens, mais ils sont tordus. Pas nécessairement tordus, en tout cas courbés. Alors ces espaces ont été introduits par Riemann et ils ont été utilisés environ un siècle plus tard par Einstein moins d'un siècle plus tard, 70 ans plus tard, Einstein les a utilisés pour fonder sa théorie de la relativité générale. Et alors tout le monde s'est émerveillé du fait que Riemann ait introduit ces espaces sans y penser et que ces espaces, près d'un siècle après, étaient utilisés par les physiciens. Alors, je veux quand même vous montrer une phrase que dit Riemann dans le passage où il introduit ces espaces. Il parle de questions de physique. Il parle de la nature infinitésimale de l'espace physique et c'est en conclusion de son texte, qui était sa thèse d'habilitation, en conclusion de ça, il explique pourquoi il a introduit ces espaces. Alors voilà la phrase, qui est, à mon avis, une très belle phrase. C'est la réponse à ces questions, donc les questions qu'il vient de poser relatives à la nature de l'espace lui-même. Je vais le lire pour le cas où c'est mal. Est-ce qu'on peut le lire? Donc, écoutez, je vais le lire aussi. La réponse à ces questions ne peut s'obtenir qu'en partant de la conception des phénomènes vérifiés jusqu'ici par l'expérience et que Newton a prise pour base. Donc, l'essentiel, c'est d'utiliser la nature. Et en apportant à cette conception les modifications successives exigées par les faits qu'elle ne peut pas expliquer. Des recherches partant de concepts généraux comme l'étude que nous venons de faire, à savoir ces fameux espaces courbes, ne peuvent avoir d'autre utilité que d'empêcher que ce travail d'explication de la nature ne soit entravé par des vues trop étroites et que le progrès dans la connaissance de la dépendance mutuelle des choses ne trouve un obstacle dans les préjugés traditionnels. Voilà, merci.
Bien, nous allons passer aux questions. Dès que les micros pourront descendre. Là-haut, oui, allez-y. Là. Allez-y, monsieur. On sait que la représentation de la surface terrestre est très déformée dans les planisphères. Est-ce que les mathématiciens ont découvert des procédés pour avoir des représentations assez approchées de cette surface? Ça m'est difficile de répondre à cette question. On peut évidemment, disons, théoriquement, on peut donner une représentation pratiquement parfaite, mais c'est une chose à certains égards sans intérêt, si vous voulez. Ça revient finalement à donner comme représentation l'objet lui-même. Je ne crois pas qu'on puisse améliorer les représentations habituelles qu'on utilise dans la cartographie habituelle. Je ne crois pas qu'on puisse améliorer cela. Il y a, vous le savez sûrement, puisque vous posez la question, il y a les représentations conformes, par exemple, les représentations qui conservent les angles. On peut trouver des représentations qui conservent certaines choses, mais des représentations... En fait, c'est un théorème. Une représentation qui conserve les distances est nécessairement la représentation sur l'objet lui-même. En l'occurrence, c'est un théorème sur ces surfaces. Donc, je ne crois pas qu'on puisse améliorer les représentations utilisées. Une question là-haut. Oui. Levez-vous parce que je ne sais pas qui est le... Voilà, c'est monsieur là-haut. Oui, vous avez dit que l'algèbre était devenue une partie de la géométrie, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a une sorte de rééquilibrage? Parce que si on prend des espaces et qu'on veut les étudier, on prend, je crois, ce qu'on appelle une cohomologie et on prend les dimensions qui redonnent les nombres. Enfin, oui. C'est une première question. Puis une deuxième, sur ce que vous avez affiché, je ne sais pas si vous pouvez confirmer si ça correspond au groupe de Mathieu, l'un des 26 groupes sporadiques. C'est ça, exactement. Très bien. Enfin, pour la première question, si je peux avoir une réponse. Pour la première question, donc, si je vous explique pourquoi. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que l'algèbre et la géométrie sont finalement équivalentes. Chacun des deux permet d'exprimer l'autre. Cependant, si vous prenez par exemple les systèmes dynamiques. Les systèmes dynamiques ne s'expriment pas très bien au sein de l'algèbre, sauf si vous exprimez les systèmes dynamiques à l'aide de fonctionnels. À ce moment-là, de nouveau, vous revenez à l'algèbre. Mais en quelque sorte, on revient à l'algèbre, mais à un autre niveau. Il me semble quand même qu'il y a une différence un peu en faveur de la géométrie dans ces relations. Mais en gros, vous avez tout à fait raison. Je ne dirais pas la cohomologie. La cohomologie n'exprime pas toute la géométrie. La cohomologie, c'est un, si j'ose dire, un extrait de géométrie. Mais ça ne donne que certaines des caractéristiques d'un espace. Donc, la cohomologie n'est peut-être pas un bon argument, mais on pourrait dire que, enfin, comme je le disais, je trouve que, en gros, les deux sont équivalents. La géométrie, enfin, évidemment, il y a toujours des questions de sympathie là-dedans. La géométrie a, pour moi, l'avantage de donner aussi des images.
donner une intuition que donne moins l'algèbre. C'est-à-dire que d'un autre côté, les algébristes ont une intuition algébrique aussi. Il y a des gens qui sentent l'algèbre directement, et donc il y a aussi une intuition algébrique. Mais enfin, bon, pour moi, la géométrie parle un peu plus. Oui, bonsoir monsieur. Au sujet de l'affirmation sur le théorème de Fermat, il y a une chose que je voudrais vous demander. La racine cubique d'un nombre élevé au cube, ça fait bien le nombre. Ouais. Bon, alors donc la racine cubique de racine de 2, non, la racine cubique de racine de 2... Non, la racine cubique de 2 élevée à la puissance 3, ça fait la racine ça cubique. Fait 2. Ça fait racine de 2. Ça fait 2. Ben, alors, la racine de 2, ça n'a jamais été égal à 1 puissance 3 plus 1 puissance 3. Non, vous mélangez les pinceaux. Bah oui. La racine cubique de 2 élevée au cube, c'est 2. C'est 2. Ah, la racine, c'est l'inverse de l'élévation à la puissance. Donc la racine cubique de 2. Je vous remercie. Je sais pourquoi j'ai eu un bac C grâce au français. Une question de l'autre côté, monsieur. Bonsoir. Ça marche? Oui. Je suis ici. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous donner l'énoncé du problème de la quadrature du cercle? Je vais essayer. C'est un problème qui n'a pas vraiment, si je peux dire, grand intérêt. Mais le problème consiste... Je vais essayer de donner l'énoncé tel qu'on le donnait jadis. Étant donné un cercle, construire un carré dont l'aire est égale à l'aire du cercle, construire par les moyens de la géométrie élémentaire, c'est-à-dire trouver des constructions géométriques avec à l'aide du compas et de la règle, ou éventuellement encore d'autres choses un petit peu plus compliquées, mais il ne faut pas que ça soit trop compliqué. En réalité, on peut maintenant dire ce dont on aurait besoin, c'est disons, on peut dire ce qui ne suffit certainement pas. Il ne suffit certainement pas de moyens qui sont de type polynomiaux, qui permettent de construire des polynômes. Alors les polynômes ne suffisent pas à résoudre ce problème. Donc j'essaye de résumer cette réponse un petit peu vaseuse. Le problème, c'est construire, étant donné un cercle, construire un carré dont l'aire est égale à celle du cercle, d'où quadrature du cercle. Une question là, monsieur. Oui. Merci. Dites-moi, monsieur, et l'espace-temps dans tout ça, l'espace-temps de Minkowski, ce qui avait énoncé Minkowski. Alors, l'espace-temps de Minkowski, c'est un espace que je connais bien depuis très longtemps. C'est presque la même chose qu'un espace euclidien à 4 dimensions. La seule chose, c'est que la forme de distance qui, dans l'espace de Minkowski, n'est pas une forme quadratique définie positive. C'est une forme si on l'écrit sous forme de forme quadratique, elle a 3 carrés positifs et 1 carré négatif. Et alors, dans l'espace de Minkowski, donc l'espace de Minkowski, c'est d'abord un espace vectoriel, c'est un espace à 4 dimensions. En chaque point de cet espace, il y a un cône, qui est le cône de lumière, et c'est donc un espace avec ce qu'on appelle un champ de cône. C'est ça l'espace de Minkowski, et c'est une entité mathématique très, très simple, si vous voulez, qui ne pose pas grand problème. Une toute dernière question, Madame Lahaut. Oui. Levez-vous, s'il vous plaît. Alors, je suis là. Oui. C'est parfois difficile. Oui, le bruit nous vient de là. Pardon. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le ou les groupes de Lie sont bien
des groupes mathématiques? Et si oui, de quelle manière ils se relient à la physique, en particulier à la chromodynamique quantique? La dernière partie de votre question, j'aurais du mal à y répondre parce que je ne connais pas la mécanique quantique et encore moins, je ne trouve pas le mot. La chromodynamique quantique. Ah, chromodynamique quantique, alors ça non, c'est la première fois que j'ai entendu le mot. Mais bien sûr, les groupes de Lie sont des objets mathématiques parfaitement précis et ils ont ceci de, si je peux dire, de sympathique, c'est qu'ils ressemblent très fort, au point de vue de leur nature, aux objets qui intéressent les physiciens. Par exemple, aux particules élémentaires, les groupes de Lie, il y en a, on les connaît tous, on a une classification, non seulement on les connaît, on en connaît la liste, mais personnellement, je les connais personnellement, y compris les plus compliqués, je peux vous dire des tas de propriétés. Ce sont des très beaux objets, ce sont des objets qui ressemblent en mieux à des polyèdres réguliers. C'est un peu à ça que ça ressemble. Et je crois qu'effectivement, ils sont très utilisés en physique, mais je ne peux pas. Je ne connais pas assez, même l'électrodynamique quantique, et je ne la connais pas assez pour vous dire exactement quel rôle il joue. Alors, souvent, l'utilisation des groupes de Lie en physique passe par l'intermédiaire des représentations linéaires des groupes en question. Et ce sont les caractères des représentations linéaires qui alors correspondent à des quantités physiques, mais je ne peux pas en dire plus. Jacques Titz, je vous remercie. Merci.